Bienvenue pour un nouveau Journal Afrique sur TV5 Monde et merci de votre fidélité. À la une de l'actualité africaine de ce samedi 19 septembre au Burkina Faso, on s'achemine vers une sortie de crise. Le président béninois Thomas Boni Yayi promet un retour à la transition. Toute la journée, les présidents sénégalais et béninois ont poursuivi leur médiation et mené des entretiens. La population burkinabé, elle continue de s'opposer au coup de force du RSP, le régime de sécurité présidentielle. À suivre le reportage de nos envoyés spéciaux à Fadane Gourma, dans l'est du pays. Le président français François Hollande est en visite au Maroc. Il est arrivé dans l'après-midi à Tanger, une visite d'amitié de 2 jours afin de ressouder définitivement les liens après une période difficile entre les deux pays. Et puis comme chaque samedi, nous terminerons ce journal en musique. Aujourd'hui, le chanteur camerounais Sam M est avec nous pour nous parler de son dernier album, Oanamba. On part tout de suite au Burkina Faso toute la journée. Les présidents du Sénégal et son homologue béninois Thomas Boni Yayi ont multiplié les entretiens avec le général Diendéré, avec les membres de l'opposition, mais aussi avec le président de transition, Michel Kafando. À Ouagadougou, on retrouve notre correspondante, Fanny Noiraud. Alors Fanny, ce soir, les déclarations des présidents sénégalais et béninois sont très encourageantes. Une sortie de crise est en vue. Oui, le président béninois Thomas Yayi Boni confirme le retour de la transition. Il ajoute que Michel Kafando sera présent demain, car c'est demain que va être donné le compte-rendu final de cette médiation. D'après une source présente lors de ces débats, les élections pourraient être tenues le 11 octobre, comme cela a été prévu, soit dans un délai ne dépassant pas un mois. Cela voudrait dire au plus tard le 8 novembre et cette date serait d'ailleurs la plus plausible. Toujours d'après nos informations, ces élections seraient inclusives, c'est-à-dire avec les candidats exclus précédemment, notamment les candidats du CDP, le parti de l'ancien président Blaise Compaoré. Ils avaient été exclus pour avoir soutenu le changement constitutionnel qui aurait permis à Blaise Compaoré de se maintenir au pouvoir. Alors Fanny, au centre des discussions, il y a bien sûr la question du RSP, le régime de sécurité présidentielle, auteur du coup de force mercredi. Alors se dirige-t-on vers une dissolution ou pas de ce régiment ? Eh bien, d'après les éléments dont nous disposons, le RSP ne serait pas inquiété. Une garantie de sécurité de ses dirigeants aurait été validée. Quant à la question de savoir s'il sera dissous ou non, statu quo pour le moment, ce serait au prochain président élu de prendre cette décision. Quid du général Diendéré ? Eh bien, lui, dans son interview accordée à notre chaîne hier, le général assurait qu'il retournerait à sa caserne une fois les élections passées. Reste à savoir si le Premier ministre Zida retournerait à ses fonctions, car d'après les premiers éléments dont nous disposons, eh bien tous les militaires devraient se retirer de cette prochaine transition. Donc ça voudrait dire pas de Premier ministre, pas de Zida en tout cas au poste de Premier ministre. Merci beaucoup Fanny Noiraud d'avoir été en direct pour nous depuis Ouagadougou. 3 jours après le coup d'État du RSP, eh bien la tension reste vive dans la capitale, à Ouagadougou, où les appels à la désobéissance civile se sont multipliés. Des habitants aujourd'hui ont encore érigé des barrages. La plupart des commerces étaient fermés. Les violences de ces derniers jours ont fait 10 morts. C'est le dernier bilan fourni par le centre hospitalier universitaire de Ouagadougou. Et ce soir, donc, Ouagadougou passe sa 3e nuit sous couvre-feu, un couvre-feu qui n'est pas respecté dans le reste du pays. Les habitants veulent mettre la pression sur les putschistes afin qu'ils redonnent le pouvoir aux civils, comme l'illustre ce reportage de nos envoyés spéciaux à Fadane Gourma, dans l'est du pays. Un reportage signé Laure de Matos, Clément Aline, commentaire de Simon Rodi. Depuis mercredi, tous les moyens sont bons pour accéder à la place de l'Unité. Toute la ville de Fada, toute la région, de manière générale, se mobilise pour dire non au coup d'État perpétré par le général Diendéré et ses hommes. Le peuple de Fadane Gourma refuse la prise d'otage de son pays et organise ses propres manifestations. Non aux putschistes, le mot d'ordre permanent de ces journées où leur pays titube une nouvelle fois. Ici, Adolphe a pris les commandes de ces milliers de contestataires. Il tente de fédérer dans tout le pays. Nous sommes permanemment en contact avec nos camarades qui sont entrés en résistance à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso,
à Pau, à Poupéla, à Tengorgo, un peu partout, à travers les Facebook, à travers les SMS, à travers les contacts téléphoniques, mais aussi on a des camarades qui vont et qui reviennent. À Falane Gourma, le couvre-feu n'est pas respecté, grâce à un accord avec les autorités policières locales, nous disent-ils. En tout cas, une preuve que le RSP, ce régiment d'élite à l'origine du putsch dans la capitale, n'a pas les moyens de couvrir tout le terrain burkinabé. Ces manifestants ont bloqué les routes en prévision d'une éventuelle arrivée des militaires. Il s'agit de tenir les positions et de faire entendre la voix de ces milliers de personnes qui crient de nouveau leur envie de démocratie. En Égypte, le nouveau gouvernement a prêté serment. L'ancien ministre du pétrole, Sharif Ismail, est le nouveau Premier ministre. Dans son discours, il a demandé aux Égyptiens d'être patients. Le précédent gouvernement avait dû démissionner la semaine dernière en raison d'un scandale de corruption. Ce dramatique accident au Soudan du Sud, 186 personnes sont mortes dans l'explosion d'un camion-citerne. Cela s'est passé à Maridi, à quelques 300 km de Djouba. Le drame s'est produit manifestement alors que des centaines de personnes tentaient de récupérer la cargaison de carburant. Simon Rodier. Ils sont très nombreux à se presser dans l'hôpital de Maridi. Et très visiblement, les corps souffrent. Il y a 3 jours déjà que le camion-citerne a explosé et le bilan s'aggrave presque d'heure en heure. Jeudi, on en était à 176 morts. Aujourd'hui, c'est monté à 183. Et désormais 186 morts, dont la plupart décédés des suites de leurs blessures ou du manque de soins et de médicaments dans cette région à 300 km à l'ouest de Djouba. Une cigarette serait à l'origine de la déflagration, alors que des centaines de personnes se seraient agglutinées autour d'un camion accidenté sur le bord de la route. Elles voulaient en récupérer l'essence. Il y a des blessés graves, des gens très sévèrement brûlés. Il y a encore des gens qui viennent des postes des premiers secours. Apparemment, selon les autorités, 60 personnes sont mortes au moment de l'explosion. La pénurie de secours et de soins sont à l'origine des autres morts. Salva Kiir, le président, a décrété ce vendredi 3 jours de deuil national. Je vous le disais en titre, le président français fait une visite de 2 jours au Maroc. Il a été accueilli par le roi Mohamed VI à Tanger. Une visite de travail et d'amitié qui doit permettre aux 2 pays de ressouder leurs liens. Tous 2 avaient connu une grosse brouille diplomatique l'an passé. On écoute le président français François Hollande. Nous avons beaucoup de sujets économiques, culturels, linguistiques, qui font que entre la France et le Maroc, c'est non seulement une longue histoire, mais ça peut être un avenir extrêmement fécond. J'étais venu ici au Maroc il y a 2 ans et nous avons fait, après une période difficile, beaucoup de progrès. Et nous voulons aussi donner un caractère international à cette visite, puisque nous avons avec le Maroc une volonté d'agir ensemble en Afrique et également de lutter contre le terrorisme, qui reste notre plus grande préoccupation. Et justement, à Tanger, nous retrouvons notre correspondante Anna Ravix. Anna, il s'agit pour la France de renouer définitivement avec le Maroc. Les 2 pays, effectivement, s'étaient brouillés, avaient connu une grosse fâcherie diplomatique. Grosse fâcherie, oui. Cette brouille diplomatique avait commencé en février 2014 avec une plainte déposée à la résidence de l'ambassadeur du Maroc à Paris. Une plainte adressée contre Abdelatif Hamouchi, le chef des renseignements marocains. Il était accusé de torture. C'est cet événement qui avait déclenché 1 an de crise diplomatique pendant laquelle le Maroc avait rompu tout accord juridique et policier avec la France. Aujourd'hui, cette crise, il n'en a même pas été question. En descendant de l'avion, François Hollande a évoqué, vous l'avez entendu, un passé riche en collaboration avec le Maroc et il prédit en même temps un regain de partenariat pour l'avenir. Symbole de la continuité de ce partenariat franco-marocain, la ligne de train à grande vitesse que la France participe à construire entre Tanger et Casablanca. Le roi du Maroc et le président français ont visité tout à l'heure le centre de maintenance où ont été livrés les 2 premiers TGV du Maroc. Un 3e devrait arriver la semaine prochaine. Anna, au programme aujourd'hui, donc un gros volet économique, mais aussi un accord pour la formation d'imams français au Maroc. Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, alors c'est Laurent Fabius, donc le ministre des Affaires étrangères français, et le ministre des Affaires islamiques marocain, Ahmed Taoufik, qui ont signé tout à l'heure cet accord. Alors cet accord, il prévoit d'envoyer environ 50 imams français par an suivre leur formation religieuse au Maroc, et pas n'importe où. Ils iront à l'Institut Mohamed VI de formation des imams à Rabat. Le roi l'avait inauguré en mars dernier, espérant faire la promotion d'un islam qu'il qualifiait de tolérant et modéré. Alors d'un autre côté, ces imams français devront aussi suivre une formation universitaire en France, un cursus laïque parallèle de théologie comparée et de droit français. Alors demain, la visite reprend, on parlera encore d'économie, mais d'économie verte cette fois. La France prépare avec son partenaire marocain la conférence de Paris sur le climat qui commencera fin novembre. Merci beaucoup Anna Ravix. Comme chaque samedi, on ouvre une large page musicale. Aujourd'hui, on accueille un artiste africain, mais fortement soumis aux influences latines. Sam M, merci d'être avec nous. Oanamba, c'est votre deuxième album, mais le premier solo. À quand remonte votre coup de foudre pour la musique latino? Très longtemps. Bonsoir déjà. Et ce coup de foudre, il remonte un peu dans les années 80, lorsque à l'école, on écoutait tous des Tito Puentes, des chansons de jazz qui passaient. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait un rythme incroyable dans cette musique-là. Il y avait une chaleur incroyable. En ce moment, moi, j'écoutais déjà. Donc, à ma petite adolescence, j'ai commencé à aimer ça. Je me suis dit, ça m'intéresse. Et demain, j'aimerais bien faire quelque chose aujourd'hui dans la musique. Voilà, c'est bien tout heureux que je vais un peu puiser dans les harmonies jazz mélangées à quelques notes blues. Pour me retrouver avec cette petite sauce latine que effectivement je mélange à des rythmes africains et c'est longoso comme chanson et tout ça. Alors justement, on va écouter un premier extrait, c'est Sandolo, et on va se retrouver juste après. Donnez-moi la main, je prends la mienne, c'est une parole qui sert la paix pour nous. Oui, pour la vie. C'est Sandolo, c'est Sandolo. On va s'intéresser un petit peu à votre parcours, Sam M. En fait, vous avez grandi à Foumban, dans l'est du Cameroun, chez votre oncle. Vous avez découvert en fait la musique par le chant. Et en fait, au départ, vous vous cachiez pour chanter. C'était mal vu de chanter? J'étais un peu obligé de me cacher parce que lui est un militaire et qui voulait automatiquement que j'aille à l'école. Mais il ne comprenait pas cette manière de faire de la chanson qui, je pense qu'il pensait que c'était un peu du voyoutisme. Bon, moi aimant la musique, il fallait que je me cache pour qu'il ne sache pas, que je ramène des bonnes notes, au moins pour que je lui fasse plaisir. Mais je pense qu'aujourd'hui, je suis tout heureux de constater qu'il avait raison. Il fallait aller à l'école quand même. Alors, ensuite, vous vous êtes mis à la guitare parce qu'en fait, vous n'arriviez pas vraiment à trouver les sonorités chez d'autres guitaristes. Oui, bon, en tant qu'auteur-compositeur déjà en ce moment-là, il fallait que je donne aux instrumentistes ou bien aux musiciens ce que j'ai dans ma tête. Parce que quand le petit esprit vient, il sème l'inspiration, il faut que je puisse la donner à ceux qui m'accompagnent. Mais on n'arrivait pas à s'entendre. Alors ils m'ont conseillé, il faut que tu apprennes à jouer à l'instrument. Voilà comment on m'offre. Un ami m'offre ma première guitare et qu'après je commence à me mettre à l'étudier. Pourquoi vous êtes installé à Paris il y a quelques années? Déjà parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont fait rêver. Manu Dibango, par exemple, Etienne Mbappé, Guy Sanguet, qui sont des compatriotes qui faisaient le tour du monde et qui faisaient partager un peu ce qu'ils faisaient. Moi, dans ma toute petite ville de Douala, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire le tour du monde? Mais il fallait faire comme eux. J'ai décidé de m'installer à Paris où ma famille était déjà installée depuis très longtemps. Et à Paris, j'ai trouvé ce monde qui s'ouvre. J'ai trouvé ces conservatoires où je peux apprendre. Voilà. Alors justement, on va écouter un autre morceau. On va voir ce monde qui s'ouvre avec un morceau un peu plus jazzy. Et on se retrouve juste après.
ba mawasta unyam seni dola su monde balu le no bi guadina basi ki se wasi ayi ba wololo 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 ilelo ayi ba. Voilà, Passingidi. En fait, c'est beaucoup plus jazzy. C'est là où on sent tout l'éclectisme de vos créations. Dans ce texte, vous dénoncez la méchanceté des gens, ceux qui calomnient. Vous avez été victime de la calomnie? Pas forcément. Mais je me dis, pour que le monde il avance, il faut qu'il y ait des justes rapports entre les humains. Alors, pour qu'il y ait juste rapport entre humains, il faut un facteur dont on parle beaucoup, qui est celui de l'amour. L'amour entre hommes demande qu'on ne calomnie pas l'autre, demande qu'on ne fasse pas du mal, du moins tout ce qui pourrait amener quelqu'un d'autre à avoir du mal. Donc j'ai voulu faire cette chanson Passingidi pour dénoncer ce fléau-là qui empêche au juste rapport humain de se placer, la calomnie. Mardi, vous serez au New Morning à Paris, et en octobre, cap sur le Cameroun. Eh oui. Il faut qu'on s'apprête à faire le tout le monde là actuellement. Vous avez des dates à nous donner sur le 22 septembre New Morning, le 22 octobre Jazz à Grenoble. Après on va s'envoler un peu pour aller partager cette chaleur-là, ces harmonies avec des musiciens aussi sympas qui travaillent super bien, qui sont disponibles. On va aller présenter le projet à tout le monde. Et après, retour au pays, vous allez pouvoir retrouver tous vos compatriotes. Merci beaucoup, en tout cas, Samam, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci. Merci beaucoup. On passe au sport avec la Coupe du Monde de rugby et ce coup de tonnerre lors de l'entrée en lice de l'Afrique du Sud. C'est d'ailleurs notre image du jour. Les Japonais battent les Springboks 34-32. Une performance inouïe du petit poussé de la compétition face aux grands favoris sud-africains. On part justement à Johannesburg où on retrouve Sébastien Hervieux. Sébastien, c'est un véritable coup de massue que les Sud-Africains viennent de se prendre sur la tête. Ouais, effectivement, Dominique, de la colère, de l'incompréhension, de la stupéfaction. Ici, on parle de l'un des jours les plus noirs de l'histoire du rugby sud-africain. Je ne vous cache pas qu'à la sortie des bars tout à l'heure, eh bien, les lignes étaient fermées de la part des supporters sud-africains. L'un d'entre eux me disait que jamais il n'aurait imaginé que son équipe soit battue dès le premier match, qu'il n'avait déjà plus d'espoir pour la suite de la compétition. Si vous n'arrivez pas à battre les Japonais, eh bien comment voulez-vous battre les Néo-Zélandais ou encore les Français, me disait-il. Les critiques fusent également contre le sélectionneur qui s'est excusé auprès de la nation ce soir pour cette performance, je cite, inacceptable. Il y a un petit peu d'ironie par rapport à ce débat, vous rappelez, sur l'absence d'un nombre suffisant de joueurs noirs. Eh bien, certains critiques disent qu'aujourd'hui, on ne peut pas les blâmer. Et un peu de fair play également à l'égard de cette performance des Japonais. Avec ce petit commentaire en coin également, eh bien, c'est bien dommage que les joueurs des Springboks n'aient pas eu autant de cœur à l'ouvrage aujourd'hui pour remporter ce match. Merci beaucoup Sébastien Hervieux d'avoir été en direct pour nous depuis Johannesburg. Voilà, c'est la fin de ce Journal Afrique. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.